Alors, quelles sont vos attentes concernant le budget Marceau et quelles sont vos craintes? Est-ce que vous avez peur qu'on aille encore chercher un peu plus d'argent dans vos poches? Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaissent à l'écran. Et nous avons avec nous Christian Dufour, chroniqueur, Journal de Montréal, politologue, Joanne Marcotte, auteure blogueuse au Journal de Montréal aussi. Bonjour, messieurs, dames. J'ai un petit commentaire Facebook sur notre page Facebook de André-Félix Delisle, un téléspectateur régulier qui nous écrit souvent toujours des choses intéressantes. Il dit « Le gouvernement marois va déposer un micro-budget qui n'aura aucune incidence majeure sur les impôts de la classe moyenne, ni sur l'ensemble de l'économie en général. Les partis d'opposition vont critiquer pour critiquer, même les points positifs, comme d'habitude par principe. Puis demain, on va passer à autre chose parce que personne n'est prêt à retourner en élection la veille de Noël. » Christian Dufour. Vos réactions face à ça, êtes-vous d'accord? Je suis assez d'accord avec M. Delisle. C'est que sur le plan économique, on le dit, on le redit, la marge de manœuvre du gouvernement est assez limitée. Hein. Dans le fond, on leur demande des miracles, c'est la quadrature du cercle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté politique. Ce gouvernement-là a vraiment raté son entrée au pouvoir. Hein. Ça a été très, très souligné. Maintenant, ils ont une chance. Le ministre Marceau, les projecteurs sont braqués sur lui. C'est quand même le numéro 2 au gouvernement. C'est quoi son habileté politique? Comment il va jouer avec tout ça? Comment il va être capable de vendre son budget? Puis aussi, comment l'opposition va réagir? Vous avez parlé tout à l'heure de la réaction de M. Bachand, qui déchirait un peu sa chemise à l'avance en disant si on veut détruire l'économie du Québec, il faudrait peut-être avoir un gouvernement de coalition. Je trouve que c'est vraiment monté dans les gridaux pas mal, là, parce que c'est invraisemblable. Ça m'étonnerait qu'ils veuillent détruire l'économie du Québec, on verra. Il me semble que le Parti québécois a la chance de prouver qu'il est sérieux sur le plan économique, comme les gouvernements du Parti québécois l'ont été dans le passé. Mais en même temps, c'est là que ça va être intéressant, sur le plan politique, comment il va jouer ça? Quelles vont être les promesses qu'il va respecter? Quels vont être les autres qui vont tasser en disant on est juste minoritaire? Donc, autrement dit, c'est l'aspect politique, je trouve, qui est intéressant, parce que sur le plan économique, là, ils ne pourront pas réinventer la roue. Joanne Marcotte, donc rien, parce que les rumeurs là, disent qu'il va y avoir rien de catastrophique, mais rien de spectaculaire non plus. Là. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement, ça va être quoi les priorités du gouvernement québécois, là, du Parti québécois. Là. Mais je pense que, somme toute, il va faire plusieurs déçus. Là, ce qui est absolument fascinant là-dedans, c'est de voir qu'un gouvernement, là, il va y avoir quand même des grandes leçons à tirer de ça pour les citoyens. Là. En fait, une des grandes leçons, c'est de constater qu'un gouvernement, qu'on peut à peu près dire n'importe quoi en campagne électorale. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, par exemple, puis qu'on ouvre les livres, puis qu'on s'assoit avec les fonctionnaires du ministère des Finances. Prenons par exemple le cas présent, là. On se rend compte que non, ils ne peuvent pas abolir le Fonds des générations. Ils se rendent compte que non, ils ne peuvent pas nécessairement imposer davantage les gains en capital. Puis les redevances minières, il va falloir y repenser. Puis c'est quoi l'autre truc? Plafonner ou geler les tarifs du bloc patrimonial. Peut-être pas une bonne idée. Donc, finalement, il va faire beaucoup de déçus, même peut-être du côté de la clientèle du Parti québécois, qui peut-être, eux autres, vont réaliser finalement que le Parti québécois, c'est finalement une institution qui se sert de sa base militaire, nationalo-identitaire pour se hisser au pouvoir. Mais une fois là, il se comporte comme le Parti libéral. Joanne, ce que vous dites finalement, c'est que c'est bien beau avoir des idées, des causes et tout ça. À un moment donné, la réalité nous frappe de plein fouet. Exactement. Et là, ils viennent de frapper le mur de la réalité, Christian. C'est-à-dire que là, ils disent, bon, ben voilà, entre autres, ils ont fait des promesses hallucinantes aux artistes pendant la campagne. Incroyable. Et là, déjà, ils sont en train, comme on dit en anglais, backtracker, reculer en disant, ben on ne vous donnera pas tout ce qu'on vous a promis. Oui, mais je pense que c'est dans la nature des choses. Puis il va peut-être avoir des déçus, mais c'est un gouvernement minoritaire, là. Ça, c'est un élément fondamental. C'était pas prévu qu'il soit minoritaire. Puis je pense que c'est normal qu'il y ait un tas de leurs promesses qu'ils ne mettent pas en application. Moi, ce que je vais surveiller, qu'est-ce qui ressort de ce budget-là? Ils vont être capables d'envoyer 2-3 messages politiques sur la direction qu'ils voudraient emprunter. Mais c'est clair qu'ils n'ont pas les moyens d'emprunter la direction dont ils avaient parlé durant la campagne électorale. Moi, je ne vois pas une cause de cynisme là-dedans, je vois une cause de réalisme. Là, quand tu es minoritaire, il faut que tu manœuvres politiquement, puis en plus, le contexte économique mondial est fragile. Mais est-ce qu'ils vont être capables d'exister quand même là-dedans? Est-ce que Nicolas Marceau, jusqu'à présent, Nicolas Marceau, on nous dit qu'il a des diplômes, il a l'air brillant, mais est-ce qu'il est vraiment bon sur le plan politique? C'est tout un défi après-midi, parce que tout le monde, au fond, est déçu à l'avance. Tout le monde dit qu'ils vont décevoir tout le monde. Est-ce que demain, là, ce gouvernement-là va être plus fort qu'il est aujourd'hui? Mais on dit qu'on n'a pas les moyens de faire tout ce qu'on voulait faire. En même temps, ils vont avoir les moyens de geler la hausse des frais de scolarité, puis ils vont avoir les moyens, en plus de leur donner la bonification du programme Prêt et Bourse. Oui, il reste que des clientèles. Ils ont les moyens.
C'est ça. Il reste que des clientèles chouchous, là. OK? En autant qu'ils plaisent aux syndicalo-étudiants, aux syndicalistes aussi éducatrices en garderie, en autant qu'ils plaisent aux syndicats qui, finalement, craignent beaucoup la réforme sur le placement syndical. En autant tout ça, je pense qu'ils vont choyer, ils vont avoir des clientèles chouchous. Elles vont être épargnées. Mais pour le reste, moi, je m'attends à vraiment ce qui squeeze les entreprises d'aplomb, vraiment, qu'ils s'en prennent, puis c'est ça, pas une mauvaise chose, qu'ils revoient vraiment en profondeur les subventions aux entreprises. Le BS corporatif, vraiment au Québec, on est des champions là-dedans. Et puis pour les résultats que ça donne, c'est pas justifié, semble-t-il. Il y a des rapports là-dessus du Centre sur la prospérité au Québec de Robert Gagné. Donc, ils vont squeezer les entreprises beaucoup, beaucoup. Je pense qu'elle va être là, beaucoup la déception. Ce qui est dangereux là-dedans, par contre, c'est est-ce que le Parti québécois va continuer d'envoyer des signaux qui vont nuire à l'économie? Et en ce sens-là, moi, Raymond Bachand, je le comprends. Quand il dit que le Parti québécois risque de nuire à l'économie du Québec ou de détruire l'économie du Québec avec les signaux qu'il a envoyés dans les dernières semaines, je pense qu'il a raison. On a Normand au bout du fil. Normand, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Ben moi, je pense pas. Bonjour d'abord. Bonjour. Moi, je pense pas. Je fais partie de la clientèle du Parti québécois, je m'en cache pas. Okay. Sauf que je vois pas absolument pas. Mme Marcoux, je pense, je vous écoute vos émissions depuis le début que ce parti-là est au pouvoir. Puis à part ça, je pense qu'elle donne ses couleurs, elle aussi, elle vient de le dire. Bien sûr. Mais je vois pas pourquoi que M. Bachand, lui, sauverait l'économie ou a sauvé, il n'a pas sauvé non plus l'économie de toute façon au moment qu'il était au pouvoir. Et puis, cet après-midi, moi, je m'attends pas en tant, peu importe que citoyen, je m'attends pas à des miracles, on le sait tous, ça c'est évident. Mais que ce soit un parti ou l'autre qui soit là aujourd'hui, si on parlerait des libéraux, je ne verrais pas pourquoi là, que ça, là, ça serait correct et qu'il y aurait une économie extraordinaire. Ça, c'est un bon commentaire, Christian, parce que de plus en plus, on a l'impression, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, un parti ou l'autre, de toute façon, c'est la réalité économique qui mène. C'est les chiffres qui mènent. À un moment donné, tu es devant les chiffres, tu vois, tu n'as pas la marge de manœuvre. Bien, c'est une impression. En fait, la marge de manœuvre n'est peut-être pas aussi grande que les citoyens voudraient le rêver, mais moi, je crois que ça fait une différence. Ce qu'il va falloir noter aussi, c'est que jusqu'à présent, ce gouvernement-là a été exceptionnellement à gauche dans le contexte québécois. Là. Depuis qu'ils sont arrivés, qu'on prenne le front de l'environnement, ils ont l'air d'être vendus au carré rouge, etc. Est-ce qu'ils vont poursuivre dans cette ligne-là? Ou est-ce qu'ils vont se recentrer? En ce qui a trait à la fin des subventions aux entreprises, quelqu'un comme Joanne Marcotte devrait être contente quelque part parce qu'elle a beaucoup critiqué ça, le fait que on taxinait trop les entreprises. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est exactement la même chose. Est-ce qu'ils vont se recentrer à gauche? Moi, c'est ce qui m'intéresse, pour être bien franc. Puis à ce moment-là, ils vont montrer qu'ils ne sont pas suicidaires. Si, mettons, c'est vraiment les messages qu'ils envoient, là, c'est que leur clientèle privilégiée reste essentiellement les environnementalistes, les étudiants, etc., bien, ça veut dire, à mon avis, ils vont devenir très, très fragiles, en fait, parce qu'ils ne seront pas assez recentrés. Tout de suite, à la pause, est-ce que la solution miracle, c'est la hausse des redevances minières? On en parle après la pause. J'aimerais revenir là-dessus rapidement avec Christian Dufault. Christian, vous êtes politologue. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'un parti municipal fait avec 1 200 000 $ dans ses coffres? Bien, il prépare l'avenir de façon un peu étonnante. Moi, je pensais à M. Angelopoulos la semaine passée, lorsque le gouvernement du Québec a nommé un vérificateur à Laval. Puis sa première réaction, c'était de jouer la verge offensive en disant comment se fait-il qu'on nous suspecte comme ça. C'est un pays étourdissant tous les jours. Il y a des choses qui passent. Il y a aussi l'indemnité de départ qu'a eu le maire Vaillancourt lorsqu'il a démissionné. Il y a beaucoup de gens autour de moi, en fait, que ça choque beaucoup. Le fait que ces gens-là, dont on apprend qu'ils ont fraudé, au fond, qu'ils ont profité, ils sont peut-être déshonorés sur la place publique, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'on devrait mettre plus d'accent, plus d'efforts pour les faire rembourser. Tout à fait. Joanne Marcotte, revenons-en à l'indemnité de départ. Alors, le maire Vaillancourt part avec une indemnité de départ, un petit bonus pour service rendu de 246 000 $. Et l'affaire la plus hallucinante là-dedans, c'est que le comité exécutif de la Ville lui a voté ce bonus-là 1 heure avant qu'il n'annonce sa démission. Donc, ils ont fait un petit caucus d'urgence, parce que c'était très, très urgent de donner un beau petit chèque au maire Vaillancourt, pauvre lui, pour ses vieux jours. Alors, on a voté 1 heure avant qu'il dise « je m'en vais », un petit prime de départ de 246 000 $. Moi, si je travaille, mettons, je sais pas, dans un grand magasin, puis pendant 2 ans, là, je fais du vol à l'étalage dans ce magasin-là, puis je me fais prendre,
Pensez-vous m'avoir 5 piastres de bonus quand on va partir, moi? Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il va y avoir un vérificateur à un moment donné? C'est ça aussi là, qui était vraiment troublant ce matin. C'était de voir qu'il y a un entrepreneur qui fait des appels à l'aide au vérificateur, puis qu'il n'y a pas de réponse. À 2 reprises, on ne répond pas. Donc, ils font quoi, les vérificateurs de cette ville-là? Ça n'a pas l'air qu'ils vont vérifier les primes de départ, en tout cas, de M. Vaillancourt. C'est orgiaque. Et les gens de la ville de Laval, le comité exécutif, qui ne voulaient rien savoir de la venue d'un vérificateur, mais ils sont prêts, par contre, à donner un chèque de 246 000 à leur mère. C'est vraiment suspect. On touche vraiment à un gros dossier parce qu'il y a les audiences de la commission Charbonneau qui sont une chose, puis il y a la récupération de ces différents montants-là, et tous les cas sont différents. Prenez, par exemple, quand, mettons, quelqu'un qui prend sa pension, bien, il peut avoir un droit à sa pension, même si c'était pas très honnête. Là, quand c'est une indemnité de départ comme ça, en vertu de quoi il y a droit à une indemnité de départ, M. Vaillancourt? Est-ce que c'était dans son contrat d'embauche? Est-ce que c'était dans une loi? Est-ce que c'est une décision à la discrétion du Conseil? Donc, je pense que, j'espère qu'au ministère du Revenu, au ministère de la Justice, il y a des gens qui vont plancher là-dessus parce que c'est pas facile. Chaque cas est différent, mais on sent beaucoup de frustration au sein de la population à l'effet qu'on se dit, ah, ces gens-là, au fond, il y a une tempête. Quand la tempête va être passée, bien, ils vont prendre leur retraite en étant un peu stressés, peut-être. Ils ont tout le temps des parachutes, tout le temps. Rappelez-vous, la Caisse de dépôt, 40 milliards de dollars. Ouais, comment il s'appelait, le gars qui est en tête? Henri-Paul Rousseau. Henri-Paul Rousseau, le méchant parachute doré. Ça, c'était le bas de laine des Québécois. 40 milliards qui disparaissent. Lui, il part avec une prime de départ hallucinante, puis il va se trouver une autre job plus payante encore que celle qu'il y avait. Je dirais que M. Rousseau, on pouvait critiquer, mais il n'y avait pas de malhonnêteté qui était suspectée. Non. Là, on est quand même face à des gens qui ne sont pas accusés, condamnés. Mais il reste... il faut le rappeler. Mais une prime de départ pour M. Vaillancourt, parce que pour service rendu... Mais il reste que aux yeux de la population, il n'y a jamais personne d'imputable. Il n'y a jamais, puis l'imputable, c'est pas... Il n'y a jamais personne qui paie la note de leurs erreurs. M. Henri-Paul Rousseau, c'est une chose. Mais celui qui l'a suivi, là, quand il a démissionné, là, c'était lui, c'était cette personne-là qui a mis en branle tout un système là, d'achat, ou en tout cas qui ont mis le paquet sur les produits dérivés et qui nous ont fait. Il a fait triper la Caisse de dépôt sur ces produits dérivés que personne ne comprenait. Et cette personne-là, encore là, est disparue, est rendue qu'elle enseigne à l'université à quelque part. Joanne, tout le temps, la même maudite affaire. Le gars qui pilote le Titanic, là, il voit l'iceberg, il rentre dedans, puis c'est le premier dans le canot pour se sauver, alors que tout le monde, on boit la tasse. Des fonds de pension complets qui s'effacent. C'est hallucinant, ces histoires-là. Mais moi, je trouve que ça va être un travail à faire là, après la commission Charbonneau ou parallèlement à la commission Charbonneau qui, dans le fond, nettoie dans un premier temps à nous faire réaliser un tas de choses. Mais là, dans un deuxième temps, c'est vraiment de déterminer les différentes responsabilités, en fait, qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est clair que notre première impression, c'est qu'on se dit, mon Dieu, il y a un tas de gens qui sont malhonnêtes, qui profitent de tout ça. Mais c'est plus complexe que ça. Puis j'espère que le gouvernement va mettre l'accent aussi parce qu'il y a énormément de frustration là-dessus. Par rapport aux poteaux là, sur la route à Sherbrooke, je vous avoue, mon Richard, je voyais quasiment... Bon, on en parle après la pause. Ah, on oui, en parle après la pause. Je fais un bloc là-dessus. Parce que pour les gens, il y a des gens qui vont dire c'est une anecdote, un poteau. C'est une métaphore pour le Québec. C'est un gros symbole. C'est un symbole du Québec. C'est une métaphore. La voie est ouverte, mais il y a un gros poteau dans le milieu. C'est ça le Québec ces temps-ci. Pise a une tour penchée. Le Nouveau-Brunswick a une côte magnétique. Nous autres, pour attirer les touristes, on a trouvé un poteau dans le plein milieu d'une route. Ils veulent le détruire cet après-midi. Ils devraient le garder pour en faire un attrait touristique. Tout à fait. Mettre une cabane de poutine juste en bas, juste au pied. Les gens viendraient des 4 coins du monde se faire photographier. On s'en va à la pause, on en parle justement. Un maudit poteau devrait être scié s'il n'est pas déjà scié, parce que ça a pris les médias. Ça a pris les médias pour aller plus là. Finalement, ils ont allumé en disant c'est vrai, ça n'a pas de bon sens, poteau, il y a une plein milieu d'une route. Alors moi, je trouve qu'on devrait prendre une photo de ce poteau-là avant qu'on le scie et le mettre dans chaque bureau de chaque fonctionnaire pour leur rappeler que dans la vie, Christian, il n'y a pas seulement que la procédure, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le jugement, le gros bon sens. Ouais, le jugement, le professionnalisme, la compétence. C'est drôle, pendant la pause, je pensais en même temps à Nicolas Marcheseau et son budget après-midi, parce qu'au fond, moi, ce que je vais vérifier dans ce budget-là, est-ce qu'il y a un côté rigoureux?
dans ce budget-là, indépendamment là, du fait que le PQ est à gauche, puis il y a ses clientèles, tout ça. Est-ce qu'on est dans la rigueur? Parce que des incidents comme le poteau, ça montre que au Québec, on est bien sympathique. Mais à un moment donné, il y a une espèce de laxisme. Les gens acceptent bien des choses, la corruption, tout ça. Et j'ai peur qu'on sombre graduellement dans une espèce de sous-développement parce qu'on n'est pas assez rigoureux et professionnel. Nadine Tremblay nous a écrit sur notre page Facebook, puis elle dit « Il n'y a pas d'excuse pour le maudit poteau. Il y a juste une déresponsabilisation générale. C'est pas de ma faute. Ça relève de quelqu'un d'autre. » C'est ça, là. Ouais, c'est ça, finalement, le symbole, là. Oui, c'est ça. Et c'est ça, la fonction publique. Je m'excuse. Moi, j'ai déjà travaillé, là, puis c'est ça, c'est de protéger ses arrières tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour venir à ce que M. Dufour disait tantôt, moi aussi, j'ai hâte de voir à quel point ce gouvernement-là va montrer que lui-même, il est responsable. Beaucoup de scepticisme par rapport à beaucoup de scepticisme qu'on peut lire dans les journaux ce matin par rapport au budget, notamment quels seront, parce que c'est ça l'activité. Moi, je suis déjà allée là, une couple de reprises voir l'exercice à huis clos, là, de voir le budget. Et l'exercice que les gens se donnent, là, c'est OK, ils sont où les artifices comptables? Qu'est-ce qu'on nous cache? Quelles dépenses, par exemple, d'épicerie on a mis sur la dette? Qu'est-ce qu'il y a dans les fonds spéciaux? Parce que les fonds spéciaux échappent aux règles de calcul. Et donc, tout ça, c'est ça, finalement. Et Christian, on a appris une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que le PQ compte beaucoup sur la hausse des redevances minières pour rapporter de l'argent dans la cagnotte. Et d'ailleurs, on a cité en exemple le gouvernement australien qui a haussé ses revenus. Mais là, on s'aperçoit, on apprend que ça ne marche pas du tout en Australie parce que la chute des métaux, il y a une crise. Et la chute des métaux est dramatique. Et finalement, ça ne rapporte pas autant d'argent qu'on croyait dans les cagnottes de l'État. Donc, ça, c'est une sirène, ça, la hausse des redevances minières. C'est ça, le contexte. Ça va nous mettre riches. C'est pas vrai, ça. Le contexte ne se prête pas à ça. Puis il y a une partie, en fait, des membres du gouvernement péquiste qui sont un peu des idéologues, je trouve. Leur dessin était fait un petit peu à l'avance. Donc là, au fond, pour le PQ, c'est strike 2, c'est prise 2. Là. Ils ont raté la prise 1. Est-ce qu'après-midi, M. Marceau va être capable de réussir la prise 2, de faire mentir tous les sceptiques, parce qu'on est tous sceptiques. Oui. Au fond, on se dit comment il va faire pour accoucher de quelque chose qui se tient. Bon, c'est là qu'on va voir s'il est bon. Et là, le PQ avait des grosses bottines et marchait très fort depuis son élection. Là, il va falloir qu'il y aille plus avec des pincettes et faire preuve d'un peu plus de discrétion. Surtout que ça va quand même pas si mal que ça au Québec si on se compare à ailleurs. Il y a un côté fragile là-dedans. Il ne faudrait pas que le PQ, en fait, nous amène ailleurs de façon négative trop. On parle du PQ, mais je pense qu'il y a les partis d'opposition dans un gouvernement minoritaire où on a nos institutions. Finalement, tantôt, j'entendais parler vos commentateurs du début d'émission comme de quoi c'était totalement impensable de penser que, par exemple, le PLQ et la CAQ pourraient vraiment faire une pression auprès du Parti québécois. Je pense que la coalition Parti libéral du Canada et Bloc québécois, il n'y a personne qui aurait imaginé ça non plus, là. Et oui, la question se pose. Nos institutions permettent ça. Donc, la question se pose. Et en période d'analyse de crédit budgétaire, ces deux partis-là devront jouer du coude et défendre vraiment, aller au-delà de la survie de leur propre parti. Merci beaucoup, Joanne Marcotte. Merci, plaisir. Christian. On va pouvoir s'en reparler cette semaine. Et s'il y a quelqu'un de Cookshire-Eaton qui m'écoute, si vous pouvez mettre la main sur un morceau du poteau, je pourrais le mettre à côté du morceau du mur de Berlin que j'ai sur mon bureau. Ça ferait ma joie, ça ferait ma journée. On s'en va à la pause. On revient pour la conclusion de l'émission.